Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour, très heureux de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Nous allons aujourd'hui découvrir, explorer avec vous le domaine de la génétique en étant plus spécifique sur les ramifications et les travaux de la génétique, de la bioinformatique et de la biostatistique. Monsieur Bouabid Badawi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence dans cette émission. Vous êtes actuellement professeur à l'université Mohammed V. Effectivement. J'ai rapidement dit les trois domaines que nous allons explorer avec vous, la génétique, la biostatistique, la bioinformatique. Mais avant cela, avant de nous donner des indications sur ces notions-là, nous allons peut-être suivre un peu votre parcours et vos motivations. Vous êtes natif du Maroc. Exactement. Vous avez fait vos études dans quelle ville, d'abord secondaire? Moi, je suis né à la ville de l'Ayoun, Sidi Mellouk, pour la distinguer de l'Ayoun du sud. Oui. C'est une ville à l'oriental, à côté de la ville d'Oujda. D'accord. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai eu mon bac. Après, j'ai commencé ma carrière en ingénieur agronomique, ici à Rabat, à l'Institut agronomique et vétérinaire très célèbre de Rabat. Par la suite, je suis parti en Espagne, exactement à l'Université autonome de Barcelone, pour faire un master en génétique. En génétique. C'était dans le Déjà, vous aviez cette orientation, parce que l'Institut ici, c'est un institut généraliste. Il ne forme pas à des choses si spécifiques que ce que vous faites durant maintenant. La dernière année, on peut faire une petite spécialisation. Moi, j'avais fait déjà génétique. D'accord. Ah oui, une petite spécialisation en génétique animale. Donc, après, je suis parti à Barcelone. C'est là, dans le cadre du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Donc, j'ai fait mon master en génétique. Et comme j'ai aimé, j'ai enchaîné directement avec une thèse. Et c'était une double diplomation entre l'Université autonome de Barcelone, toujours en Espagne, et l'Université AgroParisTech à Paris, France. Donc, quand j'ai fini ma thèse, je suis revenu une autre fois. Alors, votre thèse portait sur quel sujet? Exactement. Alors, ma thèse, elle portait sur le déterminisme génétique des composantes du lait chez les animaux. Ah. C'est-à-dire, je voulais comprendre quels sont les gènes qui déterminent la composition du lait en termes de protéines et de lipides. Donc, c'était un sujet qui combine un petit peu la génétique structurelle, la génétique moléculaire et la génomique. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était votre thèse en co-direction entre l'université française et l'université espagnole. Ça suppose beaucoup de compétences linguistiques. Donc vous avez l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais bien sûr pour toutes les parutions, les articles que vous avez écrits. Exactement. Après, une fois que vous avez eu votre thèse, alors là vous étiez véritablement dans la génétique animal et peut-être aussi végétal. Exactement. Mais surtout animal. Vous avez dû faire un j'ai choix. beaucoup travaillé dans l'animal, mais comme la génomique et la bioinformatique sont plutôt des outils transversales, donc je travaille aussi chez l'humain, chez les plantes et tout, mais même si je travaille plus chez les animaux. Chez les animaux, voilà, votre domaine c'est celui-ci. Exactement. Les motivations, vous avez dit, sont nées très tôt. Exactement. Dès votre travail ici, votre formation ici à l'Institut d'agronomie et l'Institut vétérinaire l'IAV de Rabat. Expliquez un peu, ça se fait comment? Par une rencontre avec quelqu'un qui vous motive? Par des lectures? Oui, effectivement. Donc, avant de finir, avant d'entamer ce point, il fallait dire que quand j'ai fini ma thèse, je suis parité, donc je suis revenu à Barcelone, j'ai fait une recherche postdoctorale pendant une année. Après, je suis parti en Italie. C'est là où j'ai travaillé effectivement en génomique, bioinformatique et biostatistique. Là, vous êtes resté longtemps en Italie. Durant 6 ans. 6 ans en Italie. C'est encore une compétence linguistique supplémentaire. Encore l'italien à ajouter à l'espagnol, au français, à l'anglais, à l'arabe. Exactement. C'est impressionnant. Vraiment bravo. Et c'était spécial parce que c'était un centre de recherche privé, mais qui avait comme mission résoudre les problèmes concrets des entreprises en utilisant l'approche et l'outil scientifique. Chaque entreprise, elle vient avec un problème concret. Il y a une commission scientifique qui essaye de proposer des solutions concrètes. C'était un petit peu particulier comme centre de recherche. Donc une hybridation privée-publique? Exactement, mais c'était surtout visé vers la résolution des problèmes concrets. Spécifiques de certaines entreprises. C'était pas
très fondamentale comme science. Je comprends. Exactement. Donc c'était de l'application. C'était la ville de Padoue, non? C'était à la région de Milan, c'était à Lodi. Et le centre, c'était Parco Tecnologico Padano. C'est un centre qui se trouve à 13 km de Milan. De Milan, d'accord. Ouais. Souvent le nord et de l'Italie est très développé, animé dans le cadre et de la recherche appliquée. Effectivement, pour revenir à votre question sur les motivations, oui, je vais dire quelques mots parce que oui, probablement pour inciter les jeunes exactement à étudier la génétique, à en faire peut-être une carrière. Vous avez compris ma question et exactement. Ses enjeux. Alors, à vrai dire, ma passion pour la génétique, ça a commencé à mon très jeune âge. J'étais toujours fasciné par la complexité de la vie et les mystères de la biologie. Et surtout, j'étais fasciné par la manière dont les caractères sont transmis d'une génération à l'autre. Soit chez les plantes, soit les animaux, soit les êtres humains, soit tout. Filiation, variation. Exactement. Mais à l'époque, comme j'étais très jeune, je n'avais pas la possibilité d'assouvir cette fascination par cette discipline parce que je n'avais pas le background scientifique. Il fallait attendre jusqu'au mon degré d'ingénieur et surtout mon master à Barcelone pour que je tombe complètement amoureux de cette discipline. Et je veux dire que c'est une discipline merveilleuse. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est pas comme les gens le perçoivent uniquement une branche de la biologie. C'est vraiment une clé pour déverrouiller les grands mystères de la vie. C'est-à-dire qu'elle est transversale. Elle est transversale, elle répond aux grandes questions de la vie, c'est-à-dire en décodant l'ADN qui est le secret de la vie sur Terre, on peut comprendre comment les organismes, ils se sont évolués, comment ils fonctionnent, mais on peut comprendre aussi comment nous, en tant qu'espèce humaine, comment on est lié à tout le tissu de la vie sur Terre. Donc c'est une science qui nous dit et qui nous renseigne et qui nous montre clairement que chez chaque individu, chaque organisme vivant, il y a une histoire écrite. Cette histoire est écrite avec un langage particulier qui est le langage d'ADN, mais c'est un langage qu'on peut le lire et qui peut refléter exactement notre évolution sur Terre, nos luttes, nos succès, nos échecs, nos adaptations et tout. C'est vraiment un langage très important. Et c'est un langage qui nous dit une seule chose, qu'on est unis avec la vie sur Terre. Donc c'est vraiment pourquoi je suis fasciné par cette science et je veux bien que les jeunes en font une carrière parce que vraiment ils vont trouver beaucoup de plaisir. C'est une science qui nous permet de repenser notre comportement avec les espèces qui vivent avec nous. Parce qu'en découvrant qu'on partage beaucoup en termes d'ADN avec ces espèces, on est beaucoup liés à ces espèces. Ça nous aide vers une coexistence harmonieuse avec tout l'environnement dans lequel on vit. Et beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité, surtout ça. Cosmique, d'humilité dans l'univers de notre... Alors effectivement, les sciences du vivant, vous les mettez sous le patronyme de la génétique. On va aller peut-être maintenant dans le détail de cette génétique. Quand on lit vos travaux, on voit les mots de génétique fonctionnelle, génomique, biostatistique, bioinformatique. Alors, ma question, la biostatistique et la bioinformatique sont des outils pour développer la génétique fonctionnelle. Peut-être quelques mots sur ce que vous appelez la génétique fonctionnelle? Exactement. Alors, la génétique fonctionnelle, comme son nom l'indique, c'est le fait de comprendre comment les gènes fonctionnent. Alors, les gènes fonctionnent à partir des dérivés, qui sont les ARN et les protéines. Ça semble un peu très spécialisé, mais prenons un exemple. C'est toujours très facile avec des exemples. Imaginons qu'on est infecté par une bactérie. Ok? Si on est infecté par une bactérie, la cellule, elle va faire fonctionner un certain nombre de gènes qui ne sont pas fonctionnels dans le cas où on n'est pas infecté. Des défenses. Des défenses. C'est surtout des gènes qui seront responsables pour la fabrication d'une défense pour combattre et pour lutter contre cette infection. Donc, la génétique fonctionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Elle essaye de comprendre comment le corps il engage ces gènes, pourquoi il les engage pas dans le cas où on n'a pas une infection, et comment il y a une interaction entre tous ces gènes qui se mettent ensemble pour produire une défense à l'organisme. Donc c'est ça un petit peu le rôle que joue cette génétique fonctionnelle, que veut comprendre cette génétique fonctionnelle. Et précisément, pour revenir maintenant à votre sujet autour de votre thèse, sur essayer de comprendre les éléments nutritionnels du lait animal. Alors, à partir de là, vos travaux, est-ce que c'était à partir de cette thèse sur le lait et la production du lait animal, comment vous faites les branchements
dont vous avez parlé tout à l'heure sur la génomique humaine, on peut partir de cet exemple-là, Exactement. du lait, Oui. et développer? Exactement. Alors, il y a une équation en génétique qui est simple, mais qui explique le tout. Cette équation, c'est que c'est P est égal à G plus E. Qu'est-ce que ça veut dire? P, c'est le phénotype, G, c'est le génotype, E, c'est l'environnement. Qu'est-ce que veut dire cette équation? Alors d'abord, phénotype et génotype. Phénotype, c'est ce qu'on voit. Apparaît. Ah, ça apparaît. Génotype, c'est ce qui est dans notre ADN. C'est ce qui est et dans notre l'environnement, c'est tout le Et facteur l'environnement, c'est tout ce qui Exactement. nous entoure. Exactement. Cette équation magique, elle dit une chose simple. N'importe quel phénotype, quoi qu'il soit, une production de lait, une production de viande, une maladie, une résistance, Tout ce qui nous apparaît, tout ce qui nous affecte. Exactement. Et le résultat de l'interaction des génotypes et de l'environnement. C'est cela. Donc, si moi je veux comprendre comment les composants du lait varient, il faut que je vois son génotype et je l'étudie dans un contexte environnemental. Si je veux comprendre comment une maladie s'exprime chez l'homme, il faut que je regarde les génotypes et je l'étudie dans un contexte environnemental. C'est-à-dire, tout ça revient au même principe. Que ce soit un phénotype chez un animal, chez un végétal, chez un être humain, c'est le même principe. C'est pour cela que le passage d'étudier, par exemple, les composants du lait vers d'autres sujets génomiques qui concernent les plantes, les animaux et tout, c'est pratiquement le même principe. Alors, vous avez dit le problème de la présence des maladies dans notre espèce et dans l'espèce animale tout aussi bien, l'espèce végétale aussi. Il y a, vous le savez maintenant, un développement exponentiel des zoonoses, des maladies qui viennent des animaux. Exactement. Comme vous le savez, même le coronavirus, il y a la suspicion d'une origine animale. Alors, ces zoonoses qui se développent, en quoi la génomique, d'une part, et la génétique fonctionnelle aident précisément à les comprendre? Exactement. Donc, les zoonoses sont en émergence parce que, pour la simple raison que l'homme, il a franchi son domaine de vie, elle est allé chercher au-delà. Elle est allé vivre là où ils sont les animaux, parce qu'il voulait coloniser toute la planète à cause ou grâce, on ne sait pas, à l'expansion humaine. Donc, voilà. Alors, c'est quoi les zoonoses? Ce sont des maladies qui peuvent être transmises d'un animal à l'homme. Vers l'homme, c'est ça. Alors, exactement. Vous avez bien dit, le Covid, on croit très bien que le Covid est une maladie zoonotique. On sait qu'elle a son origine chez les chauves-souris, mais il y a un intermédiaire qu'on ne connaît pas exactement c'est quoi, qui a fait passer cette maladie vers l'homme. On a découvert la première fois ça à Wuhan. C'est un marché en Chine. C'était en 2019 où on a vu les premiers cas. Alors maintenant, comment on utilise la génomique pour résoudre ces problèmes? On va prendre le Covid comme exemple parce que tout le monde l'a vécu, on connaît très bien la trajectoire. Alors, 7,5 millions de personnes infectées, 700 millions et demi de personnes infectées. Exactement, exactement. Donc, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait ici au Maroc? On a multiplié le laboratoire pour séquencer ce virus. Parce qu'en séquençant ce virus, c'est ce qu'on appelle, le séquençage, c'est le premier outil qui utilise la génomique, on comprend le diagnostic et on fait la surveillance de ce virus. Parce que on peut faire du pronostic aussi. Exactement. Et on va suivre comment ce virus est en train d'évoluer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en étudiant comment ce virus est en train de changer. Parce que les virus, ils ont cette capacité, ils ont un taux de mutation très très grande. Ils ont cette capacité de changer, de s'adapter au nouveau contexte. En faisant un séquençage continu dans le temps, on va comprendre comment la composition génomique de ce virus est en train de changer. Et par la suite, on peut designer des vaccins qui peuvent contrecarrer ce truc-là. Ces changements qui se passent au niveau Vous avez dit un virus. mot très important, le séquençage. Peut-être préciser ce que c'est. Et c'est peut-être l'occasion maintenant d'ouvrir sur vos deux autres grandes spécialités, la biostatistique et la bioinformatique. Le séquençage, c'est la possibilité de lire complètement le génome, déterminant telle ou telle espèce et membre de telle ou telle espèce. Effectivement. Donc, en quoi la bioinformatique est si importante pour susciter les vocations aujourd'hui dans cette émission? Faire de l'informatique, mais faire de l'informatique liée aux êtres vivants, bioinformatique, c'est ça? Exactement. Alors, le séquençage, comme vous l'avez bien dit, c'est lire l'ADN. Chaque être vivant, il a un ADN. Et c'est l'ADN, c'est comme, si on veut faire une paralogie, c'est le software chez les informaticiens. C'est-à-dire, c'est l'ADN qui est logiciel. Exactement. Qui est responsable de tous les phénotypes, de la couleur, de la taille, des capacités cognitives, de tout. Tout est codé dans l'ADN. Et c'est cet ADN qui est dans tout l'individu qu'on est en train de voir. Bien sûr, pour lire son ADN d'une manière complète, par exemple, si on prend notre espèce, l'espèce humaine, l'ADN, il est
de 3 milliards de bases. Et le composé de bases, des unités, c'est 3 milliards d'unités. Ça, c'est la syntaxe. Voilà, la syntaxe. 3 milliards d'unités, c'est très, 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 très grand. C'est des centaines et centaines de livres, si vous voulez écrire. Pour pouvoir analyser ces informations et en tirer des informations utiles, Il faut cibler. exactement, Il faut aller vers quelque chose. Exactement. Et pour aller vers quelque chose, on a besoin de la bioinformatique et la biostatistique. C'est quoi la bioinformatique d'une manière très, très, très brève? La bioinformatique est l'utilisation de l'informatique, mais pour étudier la biologie. Et quand on dit la biologie, spécifiquement les génomes, parce que les génomes sont très grands et pour un biologiste traditionnel, elle ne peut pas manipuler une quantité de données énorme. Elle a besoin de faire introduire de l'informatique, exactement, d'ordinateurs. C'est pas à échelle humaine que l'on peut faire ces calculs. Il faut s'aider de gros processus et de gros calculateurs qui calculent en continu et à une échelle qui n'est pas susceptible d'être à la mesure humaine. Exactement, exactement. Et là, on a le rôle de la bioinformatique et de la biostatistique. Alors la bioinformatique, c'est pour voir la structure de ces génomes, parce que ce sont des structures très très compliquées, c'est très massif comme données, c'est très compliqué. Et le biostatistique, c'est pour le modèle statistique, pour pouvoir faire des analyses. Et parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait en biostatistique? Si on veut découvrir comment la génétique intervient dans une maladie, par exemple, on prend un groupe contrôle et un groupe malade, et on étudie la différence des génomes. C'est-à-dire il faut faire des modèles statistiques pour comparer. Et on a besoin ici de la biostatistique. Et dans ce cas, maintenant, comme toute la biologie est devenue massive, la bioinformatique et la biostatistique, c'est pratiquement une obligation. Sinon, vous ne pouvez pas s'en sortir avec la quantité de données en or qu'on est en train de produire actuellement. C'est ça. Donc, à la fois, on recherche cette collecte des données, et à la fois, il faut des outils. Exactement. Pas seulement méthodologiques, mais même des outils fonctionnels pour pouvoir disposer ces données. J'ai tout de suite parlé j'ai rapidement parlé de la cible. Il faut savoir ce que l'on recherche. Exactement. Parce que cette syntaxe est énorme, comme vous l'avez dit, de 3 milliards d'éléments déroulés, de composants déroulés. Ouais. Et alors, précisément, comment se constitue la sélection, la cible que vous faites pour aller vers jeter votre regard plutôt sur cela que sur autre chose? Exactement. Donc, pour répondre à la question, il y a une donnée principale à savoir, ce que le génome si on parle de l'être humain toujours, elle est de 3 milliards de bases, mais elle a uniquement 2% de ces 3 milliards qui codent pour les protéines. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout ce qu'on voit dans notre corps, ce sont des protéines. La peau des protéines, les cheveux des protéines. Le protéine, c'est l'expression de la vie. Mais on a uniquement 2% de gènes qui donnent des protéines qui sont responsables de tout ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, si on est en train de chercher quelque chose qui change le phénotype, directement, je vais aller viser uniquement ces 2% et je n'ai pas besoin de voir les 98%. Quelques cas dans ces 98% des régulateurs, mais généralement, pour le mettre plus simple, je vais viser les 2%. Alors, les 2%, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les gènes. On a pratiquement, plus ou moins chez l'espèce humaine, 25 000 gènes. Et des gènes sont responsables des phénotypes. Il y a des gènes qui sont responsables de la couleur, il y a des gènes qui sont responsables des capacités cognitives, il y a des gènes qui sont responsables de la capacité de survivre au stress, un truc comme ça. Donc, il faut que je vise ces gènes qui constituent généralement uniquement 2%. OK? Maintenant, si je n'ai aucune idée de quoi il s'agit, par exemple, j'ai une maladie nouvelle, ok? Et je ne sais pas quelle est la partie des génomes qui est responsable de cette maladie. Qu'est-ce que je fais? J'applique les bases de la science. C'est quoi? Je prends un groupe contrôle qui n'est pas malade, un groupe qui est malade, je séquence ce groupe et ce groupe, je compare et je vois où il y a les différences. Et elles vont être indicatrices. Exactement. Ces différences sont responsables de la maladie qu'on est en train d'étudier. Oui. Merci. C'est une réponse très, très claire et très précise. Donc, nous sommes partis de la génétique fonctionnelle. On a vu qu'on allait vers la recherche de données de plus en plus massives. Ces données massives nous imposent finalement l'outil bioinformatique et l'outil biostatistique. Et puis maintenant, nous sommes au seuil de l'intelligence artificielle et des machine learning. Je sais que vous avez travaillé sur ces questions, c'est-à-dire s'aider finalement des mathématiques statistiques. Je préfère les appeler comme ça parce que intelligence artificielle, les gens fantasment beaucoup sur une intelligence qui ne serait pas humaine. On va juste dire des mathématiques statistiques, faire des mathématiques à une échelle qui est véritablement très très grande. Alors cette échelle très grande de l'intelligence artificielle ou des mathématiques statistiques,
est couplé dans vos travaux au machine learning, c'est-à-dire des processus qui produisent de nouvelles connaissances à partir des données qui leur sont fournies. C'est cela ? Exactement. Donc, dans ça, vos domaines, ça se traduit comment ? Voilà. Donc, un constat important, c'est que l'intelligence artificielle ou la machine learning, qui est une partie de l'intelligence artificielle, c'est un changement de paradigme. Comment un changement de paradigme ? Parce que tout ce qu'on fait pour les maths et les stats jusqu'à maintenant, on connaît les règles et on applique. Par exemple, si moi je veux calculer le carré de 2, je fais 2 fois 2 est égal à 4. OK ? Mais qu'est-ce qu'il fait l'intelligence artificielle ? On ne connaît pas la règle. On lui donne les données et il extrait la règle des données. OK ? Je lui donne par exemple des images des plantes de type A et des images des plantes de type B et je lui dis, tu me trouves quelles sont les différences. OK ? Il va chercher dans toutes les images scannées, il va trouver les différences et quand je lui donne une nouvelle image, il va me dire, ah, c'est A ou bien c'est B. C'est-à-dire, donc, application d'une règle. Exactement. Et c'est lui qui cherche les règles. Alors qu'avant, c'est un changement de paradigme de toute la manière dont on Avant, on faisait surtout la règle dite d'inférence. Exactement. Donc, le moteur d'inférence, on donne précisément... Exact. Si vous ne connaissez pas la règle, vous ne faites rien. Parce que si vous ne connaissez pas... Maintenant, non. Même si je ne connais pas la règle, il suffit de lui donner les données et lui, il peut vous extraire la règle, vous la donner et vous pouvez l'utiliser. Et dès lors qu'on a une règle, on produit de la nouveauté. Exactement. Donc... il y a beaucoup. Moi, j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle dans la génomique, par exemple. Alors, l'intelligence artificielle a beaucoup d'applications. Premièrement, dès que les choses sont complexes, l'intelligence artificielle est très, très utile. Par exemple, en manipulant le génome, qui sont, je l'avais dit, sont très, très grands en termes de données, sont très massives. Normalement, on utilise des méthodes mathématiques et statistiques traditionnelles, dans la plupart des cas linéaires, ce qui ne correspond pas à la réalité des choses. Mais quand vous traitez ça avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui ne supposent pas ni linéarité ni rien du tout, vous pouvez avoir des choses très, très, très intéressantes. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de faire les choses. Il y a beaucoup d'applications. Par exemple, maintenant, je vous avais envoyé un travail sur comment on peut utiliser ça même en radiologie, par exemple. C'est cela. Oui, c'est un travail qui a été fait dans le travail de DeepVeco, un groupe, moi j'étais comme biostatisticien. Il y avait des bioinformaticiens, des médecins et tout, et ça. Alors, il suffit de donner, par exemple, des images ultrasound des bébés, des fœtus, et faire apprendre au logiciel que ça, c'est un problème, ça, c'est pas un problème. Quand vous lui donnez une nouvelle image, il va vous dire carrément, est-ce que c'est un problème ? On a comparé ça même avec des experts en radiologie, et le software, il était top. Donc, c'est très, 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 très important, et c'est très prometteur. Donc, des applications médicales évidentes. Et il y a aussi... dans vos travaux, tout un souci orienté vers la biodiversité. Exactement. Et plus particulièrement, un déficit de connaissances scientifiques sur la biodiversité animale et végétale en Afrique. Exactement. Et je sais que c'est un de vos rôles importants. Vous avez dernièrement organisé une très grande rencontre à l'université Mohammed V autour de cette préservation de la biodiversité du point de vue génomique et génétique. Alors, précisez, vous êtes aussi à la tête d'un projet africain. J'aimerais, pour les minutes qui nous restent de notre émission, que vous nous parliez de ce projet africain et ce projet autour de la double biodiversité végétale et animale. Exactement. Alors, je commence par ce point, directement par le projet africain. Alors, c'est un projet qui s'appelle Africa BP, Africa Biogenome. Alors, c'est un projet qui réunit des centaines de scientifiques africains, des vingtaines d'institutions africaines, et dont le but principal, c'est la collecte, le séquençage et l'utilisation des données génomiques des espèces africaines. C'est-à-dire, c'est un projet par les Africains pour les Africains. En plus de séquencer et en profiter de ces données génomiques pour beaucoup de raisons, parce qu'on peut faire de l'agriculture durable, on peut faire des élevages résilients, on peut faire de l'industrie, on peut faire de tout ce qu'on veut à partir des données génomiques. Et aussi, on est en train de construire l'infrastructure génomique et bioinformatique dans tous les pays africains. Pourquoi c'est très important ? Pourquoi je considère que c'est un projet
phare, est un projet pionnier qui n'a jamais été fait en Afrique et qui est en train de changer, même la manière dont on a fait toujours les choses en Afrique. Premièrement, parce que c'est un projet, comme j'avais dit, par les Africains et pour les Africains, c'est un projet qui insiste sur un point d'intérêt capital. C'est l'indépendance scientifique et économique. C'est la vraie souveraineté. C'est la vraie souveraineté. Vraiment, c'est la vraie souveraineté. Parce que l'Afrique, jusqu'ici, elle a été toujours vue sous le prisme des stéréotypes que l'Afrique ne sert à rien, que l'Afrique n'a pas de place sur la scène internationale. Elle est là pour illustrer, vérifier, Exactement. développer pour des modèles qui sont construits ailleurs. Exactement. On conçoit la molécule et puis on l'applique, etc. On la conçoit ailleurs. Là, il faut que l'Afrique se mette dans le circuit de la conception, qu'elle Exactement. conçoive elle-même. Elle n'est pas simplement à prendre des éléments conçus ailleurs. Et donc, vous travaillez sur le pouvoir de conception. Voilà. Et Voilà. Donc, c'est pour la première fois, on va avoir des machines ici, en Afrique, faire les séquences ici, faire l'analyse ici, profiter des résultats ici, faire des entreprises ici. Tout se passe en Afrique. Alors, pourquoi c'est très important? Je pense que c'est fondamental. Parce que jusqu'à maintenant, d'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la révolution génomique. C'est la 4e révolution dans l'histoire humaine. Il y avait la révolution agricole, qui a fait qu'on est passé des chasseurs-cueilleurs à agriculteurs. Il y avait la révolution industrielle, qui a fait qu'on a produit beaucoup de machines, beaucoup d'urbanisation. machine à vapeur. Exactement. Et il y avait dernièrement, ça fait déjà un peu de temps, la révolution industrielle, à la révolution, électrique. Surtout informatique Ah oui. et informationnelle, Oui. qui a produit et l'ordinateur et l'Internet et qui a connecté le monde d'une manière jamais vue auparavant. Maintenant, on est sur la révolution génomique. C'est vrai que le Maroc et l'Afrique, ils ont raté plus ou moins d'un degré à l'autre les 3 dernières révolutions, mais c'est le moment de rattraper et de ne pas rater cette 4e révolution. Pourquoi c'est possible de ne pas la rater? C'est possible de ne pas la rater parce qu'il y a une grande différence entre cette révolution et les 3 dernières révolutions. Cette révolution, le savoir, elle est ouvert. C'est-à-dire, le savoir avant était l'apanage des pays riches qui dominent toute l'information. Maintenant, le savoir technologique, l'intelligence artificielle, la génomique et tout, avec cette information qui est ouverte, Largement partagé. largement partagée. C'est-à-dire, on a une plateforme sur laquelle le Maroc et les pays africains peuvent construire pour construire des pays forts et des pays souverains. Et je pense, ce projet qui me tient à cœur, c'est exactement sa philosophie. C'est-à-dire, il est en train de construire un truc intra-africain pour les Africains, pour vraiment chercher cette Pour que les souveraineté. données génétiques ne soient pas toujours Exportées, étudiées à l'extérieur. parce que ce qui Exactement. arrive souvent, c'est qu'il y a du séquençage qui se fait en Afrique, etc. Mais c'est souvent des équipes internationales, mais Exactement. aussi avec finalement un usage externe, parce qu'on dit c'est ailleurs qu'on va pouvoir en faire l'analyse. Vous dites on peut faire maintenant l'analyse Exactement. sur le continent, et c'est le projet que vous menez. Exactement. On peut faire l'analyse ici. On veut séquencer 100 000 espèces africaines. Alors, Espèces végétales, animales, mélangées, des eucaryotes mélangées. 100 000, Oui. c'est le projet. Bien sûr, sur un certain nombre de bases, de critères plutôt. Ce sont les espèces, par exemple, endémiques de chaque pays, parce que Oui. ça constitue l'identité de chaque pays africain. Exact. Les espèces en danger d'extinction, on Oui. veut les sauver. Et les espèces qui ont un pouvoir économique, parce que quand même, le but principal, c'est promouvoir le développement économique en Afrique. Parce qu'on ne peut pas être souverain, on ne peut pas avoir notre place si on n'est pas On peut développé répéter les économiquement. 3. Donc, d'un côté, Endémiques, les espèces caractéristiques de chaque pays, les espèces caractéristiques de chaque pays, les espèces en danger d'extinction, les espèces en danger d'extension, l'érosion de la biodiversité. exactement, et les espèces qui ont un intérêt économique, c'est-à-dire qu'elles peuvent économique, générer beaucoup de revenus. qu'on peut améliorer. Exactement, on peut faire et derrière des sélectionner. entreprises, des trucs et ça. Donc ces espèces sont très importantes parce qu'on veut une Afrique forte. Et je pense que maintenant, plus que jamais, on est conscient qu'une identité marocaine, maghrébine, africaine, tout ce que vous voulez, elle est très importante dans un monde où les idéologies sont très confrontées. On a besoin de références pour nous et pour les jeunes. Et je pense que la référence ne se construit pas uniquement par la culture et par les livres. Elle se construit d'abord par un orgueil. Et cet orgueil, ça se construit à travers l'économie. Je pense que la science, c'est la première porte de l'économie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important. Merci, Monsieur Bouabeid Badaoui. Nous arrivons au terme de notre émission. On est parti de
vos intérêts pour la génomique. On arrive à des intérêts globaux, économiques et géostratégiques. Merci beaucoup Merci à vous. de votre présence aujourd'hui parmi nous dans cette émission. Je remercie les téléspectatrices, les téléspectateurs pour leur écoute attentive et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.